Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour aurait pu venir ici aujourd'hui nous parler de l'enseignement supérieur dans son pays, de l'éducation aussi aux Comores, mais aujourd'hui c'est de politique qu'il vient parler, de persécution politique pour être tout à fait précis. Ces derniers jours, il a dû fuir l'Union des Comores. Il dit être poursuivi, recherché, mort ou vif par une milice aux ordres du pouvoir en place. Ahmed Saïd Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis Ahmed Saïd Mohamed, donc je suis universitaire. Je suis doyen de la faculté de sciences et techniques en congé. J'ai été candidat au nom d'un mouvement de rassemblement citoyen qui s'appelle Houri. Et donc, je suis candidat aux élections présidentielles de l'Union des Comores, élections qui n'ont toujours pas encore eu lieu. Élections qui n'ont toujours pas eu lieu? Pas encore. Comment ça, pas encore? On attend toujours à ce que les élections aient lieu. Les élections ont été interrompues, comme vous le savez, par le pouvoir en place, bien entendu. Les élections ont eu lieu, on parle des mêmes élections, de l'élection anticipée organisée dans votre pays? Tout à fait. Pourquoi vous me dites que les élections n'ont toujours pas eu lieu? Nous considérons toujours que ces élections n'ont pas eu lieu à partir du moment où le peuple n'a pas eu le droit de s'exprimer. Et donc, nous avons tous, il y avait 13 candidats, les 12 ont clairement dit ne reconnaissant pas ces élections-là et se sont retirés de l'élection et ont demandé à ce que les élections soient, le processus soit interrompu. On va être précis parce que je ne veux pas que nos téléspectateurs tombent dans la confusion. Les élections se sont déroulées le 24 mars dernier dans votre pays. Et il y a eu un président qui a été élu. Il s'appelle Azali Assoumani, proclamé par la Cour suprême de votre pays. Il n'y a plus de débat sur ça. Ni les candidats de l'opposition ne se sont retirés véritablement. Ils ont contesté les résultats. Je peux être d'accord avec vous en disant qu'il y a contestation des résultats, mais ne me dites pas qu'il n'y a pas eu d'élection. Nous ne contestons pas de résultats puisque nous n'avons pas reconnu l'élection. Donc, si quelqu'un parle de résultats, si on devait contester des résultats, on serait parti à la Cour suprême pour les contester. Nous avons refusé de reconnaître ces élections bien avant que la Cour suprême déclare quoi que ce soit, bien avant que la CENI déclare quoi que ce soit. Donc, nous restons dans la même ligne, dans la même logique. En fait, c'est des thèmes de politiciens, c'est ça? Ah, c'est à vous de voir. Ex-candidat à la présidentielle, vous étiez aussi, ou vous êtes toujours doyen de la faculté des sciences et techniques, donc enseignant. Avant d'évoquer ce pourquoi je vous ai invité ce soir, je me demandais qu'est-ce que vous êtes allé faire dans la galère de la politique alors que vous étiez un enseignant et que vous auriez pu continuer à former l'élite de votre pays? Alors, je ne présente pas les choses de cette façon-là. Ah. Nous vivons dans ce pays, nous vivons une situation ou des situations qui sont, que je qualifie moi personnellement de catastrophiques. Une éducation qui est aux abois, des institutions pareilles aux abois, une université qui a perdu, à mon sens, l'idée de son autonomie, parce qu'une université, ça a des règles de cette université. Nous avions des textes qui régissent cette université, qui ont été bafoués par le monde politique, qui ont démontré qu'ils n'avaient aucune limite sur aucun texte ou aucune réglementation qui puisse exister, aucune loi qui puisse exister. Donc à partir de ce moment-là, un mouvement de contestation, un mouvement de, on va dire, de ras-le-bol général a conduit à ce que nous autres universitaires, avec beaucoup de jeunes, mais au départ, c'était peut-être un mouvement qui a démarré depuis l'université, mais qui a, depuis, quitté l'université bien longtemps. C'est un mouvement qui a rassemblé des médecins, des avocats, des chômeurs, des agriculteurs, des pêcheurs. Donc, c'est un mouvement qui a rassemblé, en fait, tous, comme on disait, tous ceux qui considèrent que le logiciel utilisé dans notre cher pays n'était plus du tout ce qu'il fallait passer à autre chose. Donc, c'est ça
qui nous a amenés dans ce que vous appelez cette galère, ce que nous appelons une nécessité pour que nous puissions passer à un autre, on va dire, à une autre société, une autre vision. Du coup, vous vous êtes fait le porte-parole de tous ceux qui contestent d'une façon ou d'une autre ou qui ne sont pas satisfaits de la façon dont le pays est géré et vous vous êtes engagé en politique. C'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Je me suis engagé dans cette bataille au nom de comme on disait pendant cette période-là, de tous ceux qui ne disent rien ou quand ils disent quelque chose, personne ne les écoute. En d'autres termes, la majorité de la population. Vous étiez donc candidat du Ouri, c'est ça? Ouri, oui. Ouri. Ouais. C'est quoi Ouri véritablement? Ouri, c'est un mouvement de rassemblement citoyen que nous qualifions de révolutionnaire parce que nous avons voulu et nous voulons révolutionner notre pays pour en finir avec un système, une caste qui dure depuis des années, une répétition des bêtises de politico-politiciens pendant des années. Et nous avons pensé proposer autre chose, une autre vision, une autre démarche, une autre façon, comme on dit, penser les comment autrement. Et ça, nous considérons que c'est possible, c'est toujours possible. Et c'est ça le mouvement Ouri. On m'a dit que votre épouse a été interpellée, interrogée. Est-ce que vous confirmez d'abord cette information? Mon épouse a été interpellée en début de soirée. Elle a été gardée dans les mains de la police pendant 3 ou 4 jours. Et aujourd'hui, elle est en résidence surveillée avec le minimum de mouvement possible qui lui est accordé. Résidence surveillée, vous dites. Qu'est-ce qui lui est reproché officiellement? Officiellement, je n'ai pas eu du tout de contact avec elle depuis un certain temps. Donc, je ne peux pas vous dire de quoi elle est accusée, mais pas que elle. Je parlerai de tous les militants qui sont arrêtés. Je n'ai toujours pas réussi à avoir de contact avec eux puisqu'on leur a interdit tout téléphone, tout moyen de communication. Ils sont, pour ma part, ils sont en prison. On va parler de vous, parce que j'ai voulu vous faire venir dans cette émission parce que j'ai appris, et vous êtes là pour me le confirmer, que les autorités de votre pays vous recherchent activement. Pourquoi vous recherchent-elles? Aussi, une deuxième question que je vous dirais de leur poser à eux. Mais vous devrez le savoir. Personnellement, j'ai été appelé une première fois, j'étais arrêté une première fois à la suite d'une marche pacifique. Donc on a été gardé 3 heures à la gendarmerie. Parce que vous avez enfreint les lois de votre pays? On n'a enfreint aucune loi, on a fait une marche pacifique, on ne savait pas que c'était interdit. On n'a cassé aucun mur, aucune porte, aucune vitre, on n'a rien fait du tout. On a juste tous les candidats, main dans la main, accompagnés par la population. On a fait une marche pacifique. On ne savait pas que c'était ce qu'on peut appeler enfreindre la loi. Ensuite, quelques jours après, j'ai été appelé à la gendarmerie, donc par téléphone, tout simplement. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit on vous attend à la gendarmerie. Je suis à la gendarmerie, donc on m'a expliqué un certain nombre de choses par rapport à l'interdiction de manifester, l'interdiction d'attroupement, etc., etc. Mais ça, pour moi, c'était quelque chose de relativement classique. Il n'y avait rien d'étonnant là-dedans. Donc à chaque fois qu'on m'appellerait ou on me demanderait de me présenter à la gendarmerie, je me serais présenté. Par contre, alors que des rumeurs circulaient un peu partout qu'il va y avoir une chasse à l'homme contre tel ou tel ou tel, je reçois 2 pelotons, 2 pick-up qui arrivent chez moi dans la soirée, de gens, de près de 2 douzaines de personnes, qui, 2 douzaines de personnes, qui encerclent ma maison, qui armés jusqu'aux dents. Heureusement que nos enfants n'étaient pas sur place. C'était des gendarmes, des policiers, c'était quoi? N'étant pas sur le coup en contact direct avec eux, je ne peux pas dire quel genre de personnes c'était. Et donc ces gens-là étant arrivés, ma femme est arrêtée, amené Manu Militari dehors. Ils sont restés chez moi pendant plus de 3 heures à fouiller un peu dans tous les recoins. Donc vous, je ne peux pas dire où à ce moment-là? À l'abri. On va dire en sécurité. Comment saviez-vous que les gens viendraient dans votre maison ou autour de votre maison? C'était quelque chose qui était prévisible.
Moi, je pensais qu'on allait m'appeler, comme ils l'ont déjà fait, que je me suis présenté à plusieurs reprises. Oui. Je ne pensais pas que ça allait finir avec une milice qui se pointerait chez nous pour venir, sachant qu'ils puissent avoir des enfants là-dedans, dans ces conditions-là. Et donc, cela ne présageait rien qui puisse faire comprendre qu'il y allait avoir une interpellation classique. Et pardonnez-moi de vous interrompre. J'aimerais qu'on vous suive dans ce que vous êtes en train de nous dire. Vous me dites que ça s'est passé quand? Vous vous souvenez de la date? C'était le jeudi en fin de soirée. D'accord. Le jeudi en fin de soirée, vous dites une milice ou bien des personnes dépositaires de l'autorité de l'État. Parce qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. La milice, ce sont des gens pas forcément identifiables, etc., dont on ne connaît ni les origines, ni les commanditaires. Mais les personnes qui se sont présentées chez vous, est-ce que ce sont des forces de sécurité de votre pays? C'est qui? Alors, j'aurais pu identifier si, au moment où ils se sont présentés chez nous, ils avaient un mandat ou quelque chose qui, pour nous, on avait des pick-up du PIGN qui ont ramené des gens qui sont venus à la maison. Donc, vous ne pouvez pas dire si c'est des civils, si c'est des milices incontrôlables ou de la police, la gendarmerie, etc. Ne tournons pas autour du pot. Oui. C'est toujours les mêmes personnes qui débarquent chez vous. C'est le peloton du PIGN qui débarque chez nous. Donc, quand ils arrivent, il n'y a pas vos enfants, mais votre épouse est à la maison et vous êtes à l'abri quelque part. Vous avez été divinement averti qu'ils viendraient, c'est ça? Je les ai vus arriver. Vous les avez vus arriver. Et vous vous êtes mis à l'abri. Et quand ils sont rentrés et qu'ils ont amené votre épouse, qui était en leur présence au moment où ils ont fouillé votre maison? Alors, au bout d'un certain temps, ils ont dû faire venir mon beau-frère qui les a assistés pendant un temps. Mais ça, c'était vers la fin. Et vous savez ce qu'ils ont vu, obtenu, pris, emporté? Absolument rien. Et à partir de ce moment, vous vous êtes senti en danger, vous? Non, dès que j'ai vu la manière dont cela s'est passé, il fallait être naïf pour ne pas savoir ce qui était recherché. Qu'est-ce qui était recherché? Franchement, vous me posez cette question-là? Oui. Je pense que arrivés dans ces conditions-là, armés de la manière dont ils étaient, à mon avis, ils ne sont pas venus pour faire une arrestation classique. Ah, c'est vrai? Je pense que, puisque, comme je vous ai dit, j'ai été arrêté. Un autre candidat a été arrêté. Et personne n'a eu droit à ce traitement de faveur. Et donc, vous les soupçonniez de venir... Je laisse les soupçons pour plus tard. Ah, pour plus tard, d'accord. Et alors, c'est là que votre aventure va commencer. À ce moment-là, vous vous dites, il n'est plus possible que je reste sur le territoire, il faut que je m'en aille vite avant qu'ils ne mettent la main sur moi. C'est ça? Racontez-moi votre périple. Je suis dans ce périple où tous les militants de notre mouvement s'y sont mis pour essayer de me protéger, de me mettre à l'abri. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toute la famille a été harcelée. Les cousins, les cousines sont harcelés. Tous ceux qui sont arrêtés, la première question, c'est où il est. Et nos militants sont arrêtés les uns après les autres. Certains arrivent à partir, à se mettre à l'abri, d'autres n'ont pas le temps, n'ont pas cette chance-là. Et malheureusement, donc, il faut bien comprendre que dans ces conditions-là, quand les gens sont arrêtés, ils n'ont pas droit à un avocat. Donc on pouvait passer plusieurs jours sans que l'on sache tout simplement où vous êtes. Et donc voilà ce qui s'est passé. Et pendant ce temps-là, un plan a été mis en place par de nombreux militants qui m'ont permis de quitter la Grande Comore pour me rendre à Mayotte. Et de Mayotte pour venir jusqu'ici. On m'a dit que vous avez fait 18 heures. Tout à fait. En changeant régulièrement. En changeant régulièrement de barge, d'embarcation, de vedette, jusqu'à arriver à Mayotte, oui, tout à fait. J'en ai changé 5 fois. 5 fois, au prix de votre vie.
À ce moment-là, est-ce que quand vous vous disiez si on... Mourir en mer ou mourir sur terre, Oui. le résultat était le même. C'est ce qu'on se dit à ce moment-là. Vous mourrez sur terre ou vous mourrez en mer. Ou au moins quand vous êtes en mer, vous êtes engagé dans cette voie-là, vous vous dites peut-être que vous pouvez y arriver. C'était votre seul espoir. Tout à fait. Comment on vit ça quand on part de sa terre natale, presque angoissé et en laissant derrière la famille, les enfants, sans savoir quand est-ce qu'on revient? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Je vous laisse imaginer que c'est une situation extrêmement épouvantable. Au départ, quand vous partez, vous dites que vous partez vers l'inconnu. Et une fois engagé dans ce départ, vous vous dites je suis dans un tunnel, mais alors je suis à quel niveau de ce tunnel? La seule chose qui fait que l'on tient, c'est qu'on se dit, quoi qu'il arrive, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un combat qui mérite d'être mené. On ne peut plus, en 2019, assister à ce que nous avons assisté et dire parce que nous avons peur, parce que nous ne pouvons pas parler, nous allons nous taire et rester là, mourir dans le silence. Ce qu'on demande aujourd'hui au peuple comorien, c'est de mourir en silence. On est arrêté, on sort, on vous dit, mais dites rien. Vous n'avez pas le droit de téléphoner, vous n'avez pas le droit de voir qui que ce soit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Allez, restez calme et tout ira bien. Et on nous demande à tous de faire ça. Oui. Et vous refusez de vous taire et vous dites je préfère mourir debout qu'à genoux. Tout à fait. Et je préfère continuer ce combat que je considère juste et dire au monde entier ce qui se passe et me faire le porte-voix de ce que j'appelle cette prison à ciel ouvert qui est devenue mon pays. Est-ce que vous connaissez Saleh Assoumani? Oui, tout à fait. Qui est-il, Saleh Assoumani? Un très grand ami, un grand militant. Nous militons dans beaucoup de causes ensemble depuis plusieurs années. Nous avons fait le lycée ensemble. C'est quelqu'un qui a une très grande probité que je connais très très bien parce que, et tous ceux qui le connaissent, ils savent c'est quelqu'un de très généreux qui s'engage dans beaucoup de combats. Son histoire n'a pas commencé à Ouri et s'est engagé, c'est pas la première fois qu'il se fait arrêter d'ailleurs. Il s'est fait arrêter plusieurs fois dans d'autres régimes parce que il n'a jamais refusé ou, on va dire, rechigné à dire ce qui ne va pas, à dire quand il y a des choses qui ne sont pas démocratiques ou qui sont liberticides, à les dire. Et ce qu'il dit aujourd'hui à votre sujet, est-il vrai? À mon sujet? Oui. Que dit-il à mon sujet? Vous n'avez pas vu une vidéo, rien? J'ai bien vu une vidéo circuler sur Facebook comme tout le monde. Je suppose que vous l'avez vu. Qu'est-ce qu'il a dit à mon sujet dans cette vidéo? Et vous, quand vous avez regardé la vidéo? Il n'a pas parlé de moi. Je crois qu'il y a un seul moment qu'il prononce mon nom, c'est quand il dit « J'étais dans le mouvement Ouri où nous soutenions tel candidat à Ahmed Saïd Mohamed ». Je n'ai pas souvenir d'un moment où mon nom est revenu. Donc quand vous dites à mon sujet, moi personnellement, ou à notre mouvement. Vous préférez mettre ça sur le dos de votre mouvement? Non, je mets quoi sur le dos de notre mouvement? Et le projet d'évasion du journaliste Agua? Le projet d'explosion du pont de Bangoy? Je ne sais pas si c'est quand la dernière fois que vous avez visité les Comores. Je vous invite un jour, quand il y aura un peu plus de démocratie, à les visiter. Et vous comprendrez que ce n'est pas ce que vous imaginez. Les Comores, c'est un pays où on n'a pas de bombes ou de je ne sais quoi d'armes qui circulent. Les seuls qui ont des armes et des bombes ou de je ne sais quoi, ce sont les militaires. Il n'y a pas d'armes cachées dans les maisons, chez la population, où on peut faire exploser des ponts qui n'existent pas d'ailleurs, ou des... je ne sais Ce quoi. pont n'existe pas? Quel pont? Le pont dont il parle dans sa vidéo. Honnêtement,
C'est un pont que, quand vous me dites Bangola-Hambou, Oui. Bangola-Hambou, c'est même pas dans un axe routier, c'est un pont qui rentre dans un village. Donc je ne vois pas l'utilité, je ne vois pas non plus l'idée d'où ça pourrait venir. Pourquoi il raconte tout ça? Je ne sais pas, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que vous fassiez des efforts là-dessus. Oui. Parce que moi, ce que je retiens dans cette affaire-là, Oui. c'est un acharnement qui a été fait. Ce jeune homme a été arrêté pendant plusieurs jours, plusieurs dizaines de jours. Nous tous, ses amis et sa famille, n'avaient aucun contact avec lui. Oui. Le premier contact que nous avons avec lui, nous avons une vidéo sur WhatsApp coupée, mis en couleur, sous-titrée pour bien mettre en lumière le nom de Ouri dès que ça apparaît. Donc honnêtement, je pense que quand un régime en arrive là, oui. Quand une justice on va dire, se discrédibilise de cette façon-là, parce que je n'ai jamais vu, on va dire, un interrogatoire, si censé c'était un interrogatoire, atterrir dans les réseaux sociaux. Je n'ai jamais vu des déclarations finir dans le cadre d'une instruction judiciaire finissent de cette façon-là. Donc, je considère que tout ce qui peut être dit, sous quelles contraintes ça a été dit, dans quelles conditions ça a été dit, oui. Y avait-il un avocat pour lui lire, pour lui permettre de comprendre ses droits, oui. Qu'est-ce qui a été dit? Franchement, je me dis, tout cela n'est que une suite de choses qui ont toujours été faites, une machination. Je rappelle que pour accuser des journalistes, pour accuser des écrivains, on a fait venir des gens qui ont témoigné avoir reçu des liasses de billets pour faire un coup d'État. Donc nous sommes dans une situation qui se perpétue, qui se répète. Donc cela n'étonne personne, mais j'attends le jour où il y aura une justice, oui. Et à ce moment-là, la lumière sera faite. Je pense qu'au départ, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Oui, rapidement. Nous avons des gens qui sont morts, oui. Des gens qui sont blessés. Oui. Et au lieu pour éviter que les gens se posent ces questions, dire, est-ce qu'il y a une expertise balistique? Est-ce qu'on sait qui a tué qui? Qui a tué le commandant Faisal? Qui a tué le major Nasser? Oui. Qui a tué ces personnes? Au lieu de ça, on regarde comment on appelle ça? On agite un drapeau rouge de l'autre côté, oui. Pour retourner les gens, regarder ailleurs, oui. Au lieu de vous poser les vraies questions. Vous dites que c'est vraiment un plan pour détourner le regard des Comoriens des vraies questions qu'on pourrait se poser sur ce que vous appelez des meurtres, peut-être des assassinats, on n'en sait rien. Absolument, oui. Mais ce n'est pas la première fois. Nous avons vu ce qui s'est passé à la Médina. Il y a eu des morts. Posez-vous les questions. Qui les a tués? Dans quelles conditions? Qu'est-ce qui s'est passé dans la Médina? Personne ne nous le dira. Nous avons eu un soi-disant attentat de clous jeté dans sur le convoi du président. Et des gens ont été mis en prison à vie ou à perpétuité pendant ce temps-là. Etc. Pendant ce qui s'est passé à la Médina, a valu que le gouverneur d'Anjouan soit mis en prison, etc. etc. Donc là, nous sommes dans une continuité d'un certain nombre de choses qui se répètent. Et je n'ai pas de valeur à accorder à ces choses-là. Comme je l'ai dit, tous les membres du mouvement Maoris sont prêts à aller devant une justice, mais une justice qui respecte les règles juridiques. Et à ce moment-là, si la communauté internationale décide de mettre une justice pour faire la lumière de tout ce qui s'est passé, je serai le premier à me présenter devant cette justice-là. Je vous prends au mot. Est-ce que vous accepterez, par exemple, une commission rogatoire si votre pays, la justice de votre pays demandait une commission rogatoire aujourd'hui que vous êtes en France, par exemple, pour vous expliquer? Bien entendu. On n'a rien à cacher dans ces affaires-là. Nous n'avons rien à nous reprocher. Que reprochons-nous à ces jeunes-là? Ils ont fait sauter un pont. Ils ont fait quoi exactement? On a arrêté quelqu'un sous prétexte qu'il avait publié dans son mur en disant il y a des rebelles qui ont pris le camp de Kandani. Pendant tout le monde a répété ces choses-là. On a suivi un peu les événements. On entendait des tirs un peu dans tous les sens.
Et tout le monde se posait des questions. Il avait une information, il la mettait dans son mur. Et donc, à la fin de cette histoire, ils ont trouvé la personne idéale, ils l'ont arrêté. Ils se sont mis à fouiller avec qui il a discuté, de quoi ils ont parlé, pour essayer d'arrêter tout le monde. C'était un peu plus compliqué, parce que le mouvement Maori n'est pas un mouvement classique, avec le secrétaire général, le président, le machin. C'est un mouvement qui est tout à fait autonome. C'est un mouvement de rassemblement citoyen, donc tout le monde pouvait créer son groupe avec d'autres pour discuter de telle manière dont ils vont mener l'approche de notre campagne. Donc, c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude. Et donc, ils n'ont pas l'habitude de ce genre de façon de faire où nous faisons des réunions par des groupes WhatsApp. Et donc, ça, ils n'avaient pas l'habitude. Ils avaient l'habitude de pouvoir, on va chercher telle personne, telle personne, telle personne. Et aujourd'hui, ils regardent qui discutait le plus longtemps avec lui, qui partageait beaucoup plus de vidéos sur WhatsApp, qui était plus actif sur Facebook, dans les réseaux sociaux, etc. Et là, à ce moment-là, c'est toutes ces personnes-là qui sont arrêtées et mis dans des conditions que je ne veux même pas vous expliquer. Au-delà donc de votre cas personnel, au-delà de tout ce dont nous avons parlé ce soir, il y a les Comores, évidemment, il y a l'avenir d'un pays, il y a l'avenir des fils et des filles de ce pays-là. Quelle est pour vous la meilleure façon de sortir de crise? C'est ma dernière question, une réponse courte, s'il vous plaît, et on va conclure là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Déjà, il faut réconcilier les enfants des Comores. Oui. Il faut réconcilier tous ces enfants. Et donc, à un moment donné, il faut se regarder en face et arrêter de faire la sourde oreille et de se dire, à un moment donné, disons, on va se dire la vérité. À un moment donné, tout le monde doit pouvoir s'asseoir et discuter et qu'on remette des institutions en place, institutions que tout le monde... dans lesquelles la population se reconnaîtrait. Et à ce moment-là, on pourra envisager un avenir en commun où tout le monde pourrait se réconcilier et aller vers l'avant. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression d'assister à des démarches d'apaisement, mais je vois plutôt des démarches d'harcèlement et des gens qui veulent être sûrs de museler un autre camp pour que celle-ci ne puisse pas parler. Ahmed Saïd Mohamed, merci. C'est moi qui vous remercie. Ex-candidat à la présidentielle, vous êtes encore jusqu'au moment où nous parlons doyen de la faculté des sciences et techniques de l'Université des Comores. On ne sait pas si désormais votre exil fait qu'ils vous remplaceront, évidemment, c'est ça. Je ne dis pas pour l'instant ex-doyen, non? Je suis en congé. Vous êtes en congé pour l'instant. Merci en tout cas d'être venu dans l'entretien du jour. Je rappelle que je voudrais rajouter que les 2 journalistes français qui avaient été arrêtés par les autorités comoriennes ont été enfin libérés par ces autorités et les journalistes ont promis de quitter le territoire le plus rapidement possible. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes évidemment sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.